Il y a eu d'autres épidémies de choléra. Ça n'a pas arrêté, ça a continué. Il y en a eu en 1934, en 1949, en 1951. Mais moins c'était grave parce que les gens savaient comment gérer ça. En 1949, dans le quartier Champlain, ils prennent d'assaut le poste de police parce qu'on voulait le transformer en hôpital pour les colériques. Les gens ne sont pas contents. Ils paniquent, les gens paniquent. Les gens riches partent de Haute-Ville, ils s'en vont à Sillery, Sainte-Foy, Cap-Rouge. Ils pensent qu'en s'éloignant de la ville, ils vont avoir une chance d'attraper le choléra. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui avaient des belles maisons à Sillery, puis à Cap-Rouge, etc. Parce qu'à cette époque-là, les gens riches se déplaçaient, s'éloignaient. Les censitaires en 50. Vous savez, tantôt j'ai dit que le système féodal avait été aboli en 54, si je ne me trompe pas. Alors là, le gouvernement a dit, bon, on arrête ça, mais on va faire un cadastre, c'est-à-dire on va faire l'inventaire de toutes les terres, puis on va faire l'inventaire de ce que les gens doivent au Seigneur. L'inventaire de Sainte-Catherine de Fensambeau a donné 64 000 $ au Seigneur. Parce que c'était en livres, c'était en shillings, peu importe, mais en dollars, ça donnait 64 000 $. En 1859, c'était beaucoup d'argent. Alors ça, c'est les gens qui possédaient des terres à l'époque. Je n'ai pas inclus les successions, parce que ça ne donne rien là, pour les besoins de la cause. Mais ça, c'est les gens, les noms de famille de toutes les personnes qui possédaient des terres en 59 ici, à Sainte-Catherine, incluant Shannon, Fossambeau, Lac-Saint-Joseph, etc., et même jusqu'à Valcartier, jusqu'aux limites de Saint-Gabriel de Valcartier. Et si vous regardez là, peut-être que vous allez retrouver les noms de vos familles. Et puis, ici, il y en a dans la salle là, actuellement. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ah, recule. Merci. Alors, vous avez des McLaughlin, McCluskey. Les McCluskey, il n'y en a plus. Il y en avait à Sainte-Catherine ici. Il y en avait à Shannon aussi. Mulroney, premier ministre, sa famille, ses ancêtres. Et Murphy, et Neville. Alors, vous voyez là. Shanahan, Shea. Il y en a beaucoup. Ici, on a le chemin de la 6e concession, c'est-à-dire le chemin Wexford aujourd'hui. Ça se trouvait devant la vieille maison que je vous ai montré tout à l'heure. Ça se trouve être l'arrière-grand-mère de M. Marr et M. Kelly. C'est Emily Falconbridge, dans ses atouts. C'est pas mal fancy. Et si vous regardez ici, là, le chemin, c'est comme du sable, ça c'est l'été. Imaginez-vous là, quand il pleut, la fonte des neiges, les essieux là-dedans, et tout ça, une histoire. Ça devient très complexe à gérer. Rivière au Pin. Pourquoi je parle de la rivière au Pin? C'est une partie importante de l'établissement des Irlandais. Vous avez cette vue-là sur le pont Conway. Le pont Conway, c'est sur le territoire exproprié de la base militaire. Ça, c'est le 7e rang. Ça, c'est le 8e rang. Ici, en arrière, vous avez le camp du B à quelque part en arrière. Alors, pour ceux qui sont militaires, là, c'est curieux parce que j'étais au camp du B en 1971 et puis je ne savais pas que j'étais sur les terres de mes ancêtres. Alors, ça s'appelait ici Rushabok, tout ce secteur-là. Pourquoi? Pour 2 raisons. La couleur de l'eau et la forêt inondable, parce qu'au printemps, tout ça, là, ça devenait inondé. Alors, Pine River Settlement, c'est qu'à l'intérieur de l'établissement Saint-Patrick, vous avez le Pine River Settlement. C'était ce que je viens de vous montrer, la 7e et 8e concession. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de signaux, les panneaux de signalisation, rien de ça. Quand on voulait aller chez quelqu'un, il disait, vous traversez, vous arrivez à Rushabok, et vous tournez à gauche. Rushabok? Ah ouais, Rushabok. J'ai donc cherché Rushabok. Ça m'a pris 2 ans de trouver. Rushabok, c'est pas un mot, c'est une phrase. Ça veut dire Aubrune rougeâtre. Rouge à bosque. Un bosquet en néerlandais, ça veut dire une forêt riveraine inondable qui entoure une rivière. La rivière au Pin déborde au printemps. Et puis, c'est ça qui faisait que ça s'appelait Rushabok. Ensuite, vous avez une autre expression gaélique, Coincarry, qui veut faire référence à un coin rocheux
où les Beauces demeuraient, c'est-à-dire on s'en allait vers le camp du B quand vous tournez, le 7e rang, ou vous tournez vers le 8, il y a un grand 90, il y avait un grand rocher. Ça s'appelait Coyne-Carey. C'est comme ça qu'on identifiait les points de repère. Il n'y avait pas de pancarte. Alors, les cultivateurs de 7e et 8e, surtout de la 8e, ils étaient encore meilleurs. Les Heavy Clay Boys, je les traduis, les gars de l'argile lourde, parce que je ne savais pas trop, c'était une terminologie inventée par les gens de la place. Et à cause de la qualité du sol et des inondations, il y avait une très bonne qualité de sol. Alors, il y avait des bonnes cultures. Je vais tenter de vous montrer cette carte-là. C'est très difficile parce que je ne peux pas l'agrandir, on ne verra plus rien. J'ai fait mon possible. Ici, vous avez le lac Saint-Joseph à Torenzi, et ici, la rivière au Pin. Alors, c'est marqué ici, abandonné, abandonné, abandonné. M. Sewell, je ne connais pas, là, mais M. Sewell est important parce que tout ça, c'était à lui, puis c'est abandonné, abandonné. Il n'y a personne du côté ouest du lac. Ici, il y avait des Irlandais, vous allez le voir dans la prochaine étape. Et puis, il n'y avait pas grand monde, là. Alors, c'est sûr qu'au lac Saint-Joseph, là, à ce moment-là, on parle de 1860, c'était tout. Il y avait eu des gens ici, ils sont partis. Il n'y a rien à faire là, pour la culture. On tourne la carte de l'autre côté. Non, on recule. OK, merci. Vous avez le lac Saint-Joseph à l'inverse. La rivière au Pin est là. Et vous avez les noms des gens, c'est pas facile à lire, mais vous avez le Sewell, vous avez Walsh, vous avez McKenna, Conway, Gurry, White. Tous ces noms-là, c'est tous des Irlandais. Et puis, fait cocasse, ici, ce qui est écrit là, c'est marqué Roche à Boc. L'arpenteur francophone qui a arpenté ce secteur-là, que je vous ai parlé tout à l'heure, le Roche à Boc, a fait une traduction phonétique. Il est parti de Roche à Boc et il a fait Roche à Boc. Alors, c'est juste ça qui est écrit sur la carte, parce que c'est une carte faite à la main, ça, c'est pas une carte. Il a dessiné ça lui-même. Ici, c'est pas lisible, mais je voulais vous montrer ici, c'est que report respecting intended road to the river au Pin, rivière au Pin. C'est en 1823, il y avait une lettre patente qui est envoyée au seigneur du Chênier disant vous devez faire un chemin pour aller à la rivière au Pin. Les religions. Bien important ici, l'Église, c'est le centre de l'univers à ce moment-là. Il faut dire que les Irlandais, quand ils sont arrivés ici, ils n'allaient pas à l'Église, ils n'en avaient pas. Ils allaient à Saint-Augustin, il y avait une fois par année pour remplir leur obligation. Ils n'allaient pas à l'Église, ils ne voulaient rien savoir des curés. Ils arrivaient de l'Irlande, ils s'étaient fait avoir par les curés, ils s'étaient fait compter des histoires. Quand ils sont arrivés ici, ils ont eu un retrait, si vous voulez, surtout les curés catholiques. Et puis, il y a beaucoup de protestants qui sont venus. Mais la plupart ont continué leur chemin au Canada. Ils sont allés en Ontario, ils sont allés à Stormont, ils sont allés à Lac-Huron, toute cette partie des Grands Lacs. Et puis, ils sont allés rejoindre la famille, souvent, des Écossais, des Irlandais, ils sont allés là. Fait qu'ici, les protestants, il n'y en avait pas tellement. Les immigrants arrivent, 34 000 immigrants arrivent à Québec, 60% de la population est irlandaise et catholique. Ça, c'est en 31. Mais, encore une fois, il y en a qui sont restés à Québec, il y en a qui sont allés à Montréal, il y en a qui sont allés à Ottawa. À un moment donné, plus tard, ils vont travailler sur le canal à Ottawa, creuser des canaux, etc. Et les Canadiens français étaient majoritairement catholiques. Donc, à Saint-Augustin, vous avez les Canadiens français qui sont établis depuis longtemps, et puis vous avez le curé qui est là. Et ici, il n'y a absolument rien. Vous allez avoir des missionnaires qui vont venir ici. La paroisse catholique de Sainte-Catherine, fondée en 24, Sainte-Catherine d'Alexandrie. En 31, un nombre égal de baptêmes, égal aux funérailles causées par le choléra chez les Irlandais. Autrement dit, il y a autant de naissances qu'il y a de morts par le choléra. Le registre paroissial fut instauré en 32. Donc, si vous vouliez faire une recherche au niveau des baptêmes, des mariages, Saint-Augustin, il fallait aller à Saint-Augustin. Ou à l'église protestante avec quartier. Une des églises protestantes avec quartier. Ou une des églises, l'église catholique aussi. La première église en pierre fut construite en 32 ici à Sainte-Catherine. Elle a fait un certain temps. À un moment donné, elle s'est effondrée par le sol qui n'a pas tenu. C'était en pierre.
peut-être en haut, c'est une partie en haut, mais elle n'a pas tenu la route. Et ensuite, on a eu, en 99, celle qui a été détruite, la deuxième église qu'on va voir tantôt, et l'actuelle église qui est là depuis 1911. Il y a eu aussi une chapelle en 1903, protestante, au lac Saint-Joseph. Elle a été démolie. Avant Sainte-Catherine, des missionnaires voyageaient dans les campagnes pendant des semaines et restaient chez l'habitant. En 21, le curé Alexis Lefrançois de Saint-Augustin se rendait en raquette dans les forêts au-delà de la rivière Jacques-Cartier pour rencontrer les pionniers anglais. Alors, pensez que le curé de Saint-Augustin, c'est une bonne ride, là. En raquette, Nancy, il a rencontré les gens, il retournait chez lui, au presbytère à Saint-Augustin. Il faisait ça aller-retour. C'était un athlète. Et plus tard, en vieillissant, il y a eu un cheval. Parce qu'il n'y avait pas de curé ici à Sainte-Catherine. Donc, lui, il s'était donné comme mission d'aller venir voir les gens ici. Ensuite, les missionnaires anglicans partaient d'Aubigny. Est-ce que vous avez déjà été voir un spectacle anglican? C'était là, Aubigny. Et Holy Trinity Church à Lévis. Et alors, les missionnaires venaient. Et c'est pour ça que je me disais au début, comment est-ce qu'ils ont fait, les gens, pour aller faire baptiser leur enfant à Lévis quand ils restent dans le fin fond des bois ici? C'est les missionnaires qui venaient ici, ce pas les gens qui allaient à Lévis. Et en 1952, l'église Saint-Anglican Church est consacrée à Sainte-Catherine, à côté du parc Cachet, juste à côté, juste avant le parc Cachet. Alors, si vous passez sur le chemin Laurier, en face du 43 et du 45, mais au civique, de l'autre côté de la rue, c'est là qu'était l'église et le cimetière anglican. Le premier curé, on parle de 1832, là. Hugh Paisley, un Écossais converti au catholicisme. Il demande au Seigneur, il dit, aidez-nous, là. Ça prend une place pour avoir la messe, ça presse. Les Irlandais sont hors contrôle, ils ne respectent plus rien, ils sont sur le party. Quand les gens meurent, ils font des fêtes, ça n'a pas d'allure. Alors, il faut le serrer à vis. Alors, le Seigneur dit, c'est correct, prenez un bâtiment de peine, puis amusez-vous avec ça. Alors, dans le hangar, ils ont percé un trou, dans le plafond. Les hommes au deuxième étage, les femmes en bas. Le curé dit la messe. Et, à force d'avoir tellement de monde, les gens étaient obligés d'être à l'extérieur, les fenêtres ouvertes, pour entendre la messe. Et c'est pour ça que M. Paisley a dit, il faut se dépêcher de construire une église, parce que là, la vieille église là, est tombée, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire quelque chose. La deuxième église a brûlé, les ruines sont ici, ça c'est le presbytère. On a construit un clocher, ce qu'on appelle un campanile, et on a mis une cloche. Probablement, ils vont récupérer la cloche des ruines, et vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet. Alors, quand on voulait que les gens, on sache qu'il y avait une urgence ou qu'il y avait un signal à envoyer, on faisait sonner des cloches. Il y avait des codes pour ça. Des cloches, ça sonnait fort, il y avait une urgence, il y avait un feu, il y avait un enterrement, etc. Alors ça, il fallait qu'il y ait une cloche pour s'assurer que la paroisse pouvait se faire entendre. Bon, celle qui est là aujourd'hui. C'est très joli. Ici, c'était la crypte où on regardait les corps l'hiver pour les enterrer au printemps. Ça s'est fait pendant longtemps. Même là, je pense que dans les années 50, il y avait encore des gens qui étaient là. Jusqu'à temps que les entrepreneurs de bons funèbres prennent la relève. C'était comme ça. Alors, on appelait la famille, on disait au printemps, mais là, c'est le temps, là, on va le sortir de la crypte, on va l'enterrer. Ceci en 1902, faisait partie de Sainte-Catherine. Alors, chapelle, c'est pas s'en haut sur le lac, mais tout ça, c'était Sainte-Catherine. Il ne faut pas oublier une chose. La chapelle de Shannon, qui a été construite avant la municipalité, en 1943, c'était faisait partie de Sainte-Catherine aussi. Il y avait une étable en arrière où les gens pouvaient mettre leurs chevaux avant de la messe. Et en 1949, c'est devenu une municipalité. Ça, c'est l'église presbytérienne. Si vous étiez presbytérien, c'est là que vous alliez à la messe. Moi, mes ancêtres, ma troisième arrière-grand-mère est enterrée là. Et puis, elle vivait ici sur la 7e concession, pas loin de la Germain. Fait que, imaginez-vous, en plein hiver, au mois de décembre, aller enterrer quelqu'un à Valcartier. C'était une expédition. Les cimetières. Le premier cimetière en 1800
sur la rue Laurier, non loin du chemin Saint-Patrice. C'est-à-dire que Saint-Patrice va en Fossambeau et Laurier, ben, l'ancien nom, je ne sais pas s'il y avait un nom, à ce moment-là, je cherche encore. Un des anglican, M. Anderson, a exhumé plusieurs corps et les a transférés à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Parce que lui, il disait, ça n'a pas de bon sens. Il n'y en a plus d'anglicans ici à Sainte-Catherine, on est les derniers Mohicans. Et puis, on va déterrer les corps, on va les enterrer à Saint-Gabriel. En 1972, un ouvrier de la ferme de Joseph de Relais laboure la terre, il trouve le cimetière. Puis c'est bon, c'est ça. En 1932, les restes de Margaret Brown, ainsi que 8 autres défunts furent exhumés et réenterrés à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Ça a mis fin au cimetière. Il n'y avait plus de corps enterrés dans le cimetière anglican, ici à Sainte-Catherine, sur la rue Laurier. Et c'est là qu'ils ont été enterrés. Ils ont été sortis de la terre ici à Sainte-Catherine, ils ont été enterrés à Saint-Gabriel-de-Valcartier, dans cette graveyard-là, parce qu'il faut faire une différence en français et en anglais. En français, c'est un cimetière. En anglais, c'est un graveyard, parce que les tombes sont dans la cour de l'église. En anglais, un cimetière, c'est un endroit qui est séparé de l'église. Ça, c'est un graveyard et non pas un cimetière. Le premier cimetière catholique, 32 jusqu'en 1975, il était connu sous le nom de vieux cimetière. Il y a eu une inondation. Et puis, là, la rivière a lavé le rebord. Et là, les corps ont été exposés. Il y en a qui sont partis avec le courant. Alors, ils ont dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. On va déterrer les corps qui sont là. On va les renterrer pas loin, mais un peu plus loin. Et puis, l'inondation, c'est ce qui a provoqué ça. Le deuxième cimetière est une extension du vieux. Alors, le cimetière qui est en face de l'église, ça, c'est l'extension du vieux. On pense qu'il y a environ 1 millier, sinon plus, d'Irlandais enterrés ici. Et puis, les Canadiens français étaient enterrés à Saint-Augustin. Le curé Paisley et les curés subséquents voulaient que Sainte-Catherine soit une paroisse irlandaise. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des francophones ici. Quand un francophone venait pour s'établir, il disait « Tu devrais aller à Saint-Raymond. Tu devrais aller un peu plus loin. » Il voulait vraiment avoir le contrôle. Ce qui est assez curieux. Et puis, alors c'est ça. Deuxième cimetière, une extension du premier. Et le cimetière de Laurier en 1945, celui qui est en haut, avec toutes les pierres tombales identiques. Deuxième église de Sainte-Catherine, celle qui est brûlée. Vous voyez le cimetière qui est encore là, aujourd'hui. Le presbytère, là. D'après ce que j'ai su, il y avait peut-être des messes qui se disaient dans le presbytère, à un moment donné, en attendant que l'église soit rebâtie. Alors, on voit le cimetière, le deuxième cimetière, le deuxième vieux cimetière. C'est là que les Mulroney sont enterrés, et les Kylie et bien d'autres, et qui ont encore accès à ce cimetière-là, ceux qui sont de ces familles-là. Alors, la Village Jacques-Cartier est très importante parce que c'est l'arrière-pays qui va jusqu'au lac Saint-Jean, etc. Samuel de Champlain l'appelait la rivière des Esturgeons et Saumon. Et les Hurons l'appelaient la Hamouya. Je ne sais pas, peut-être que tu vas m'aider. Sentier des Jésuites. Alors, le Sentier des Jésuites, c'était une route, une trail, si vous voulez, un sentier. Les chasseurs montaient jusqu'au lac Saint-Jean par cette trail-là, qui est devenue la route du parc des Laurentides, finalement. Les terres furent divisées durant le régime français dans les seigneuries, mais les Britanniques, eux, faisaient des cantons, des townships. Alors, au nord de du lac Saint-Joseph, il y avait le canton de Gosford qui montait. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, canton de Gosford, c'est quoi ça? C'est les Anglais qui ont fait les cantons de l'Est. C'est ça. Ils voulaient vraiment délimiter les choses avec des quadrillés, non pas de la façon que les Français l'avaient faite. Ben c'est sûr que Sainte-Catherine est traversée du nord au sud. Alors, moi, j'ai fait cette présentation en pensant que les gens ici, peut-être, qui connaissent absolument rien de Sainte-Catherine. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et les Irlandais l'appelaient le Jack Curry. Alors, c'est avec un gros accent. Ici, c'est un chaland. Ici, à Sainte-Catherine, on appelle ça le bac. Le bac, on prend le bac, on traverse ici, on s'en va là. Et le monsieur qui est là, c'est un passeur. Et son emploi, c'est de prendre les gens d'un bar et les amener de l'autre bar. C'est sa job.
Il y a un câble qui les relie, là. Et puis, en anglais, c'est un scow. Il y avait un scow ici, puis il y en avait un en haut du barrage de Shannon. Il y en a eu deux, mais c'était à peu près 500-600 pieds plus haut que le barrage. Il y avait un ferry, un scow. On a encore une vue avec le Shannon. On voit un peu le câble, là, on le voit un petit peu. Un canot. Quand il y avait seulement qu'un passager, c'est un canot. On peut embarquer un cheval avec un wagon, avec la famille, tout le monde. Et on voit cette fois-ci, contrairement à l'autre photo, l'église est construite. C'est sûr que quand le pont a été construit, monsieur a perdu son emploi. Les maires irlandais de Sainte-Catherine de 55 à 46. Antoine Gichereau du Chesnay, c'est pas un Irlandais, mais c'était le Seigneur. J'imagine que les premiers honneurs, il les a eus. Alors, il était le premier maire en 55, quand les municipalités ont été créées. Toutes les municipalités portaient les noms des paroisses. Alors, Saint-Raymond, Sainte-Catherine, Saint-Gabriel, toutes les municipalités étaient nommées en fonction des paroisses. Et vous avez les noms: Maloney, White, Coghlan, McKenna, Crotty, Henchy, Crotty, Guilfoyle. Alors, Thomas Guilfoyle, vous allez voir, il n'était pas juste un maire, il était aussi conseiller. Et vous avez les noms, seulement les noms des Irlandais, parce que j'aurais eu la liste, elle était trop longue. Et vous allez voir que les noms que vous connaissez, Coghlan, Griffin, Sheehan, McCarthy, Timothy McCarthy, le mari de Emily Falconbridge, Guilfoyle, Conway, Marr, John Marr, Charles Elwyn, d'où le nom Lewin, parce que j'ai découvert que le nom Lewin, c'est Lewin dit l'anglais, le vrai nom, c'est Elwyn. C'est celui de 1977, ici, à côté de moi. Ah oui? Monsieur McEwen? Ah, M. McEwen, ça fait plaisir. C'est historique. Ah, ben je suis bien content que vous soyez ici. Alors, vous avez passé la postérité. Et j'ai aimé le nom de Lise Condon parce que Condon, c'est un nom irlandais. Alors, j'ai présumé que ses parents étaient irlandais. Je ne sais peut-être pas ma arrière, elle n'est pas. Mais il reste que ce nom-là est un nom irlandais. Le chemin de fer. Ah, le chemin de fer. Ma famille, c'est la famille de chemin de fer. Alors, je peux vous en parler longtemps. Le premier chemin de fer du côté nord du fleuve, c'est historique, là. On a le chemin Gosford, le chemin de fer Gosford qui s'en vient. Et c'est le premier chemin de fer de ce côté-ci du fleuve. Alors, c'est assez historique. C'est fait en bois, il n'y a pas de rail en métal, c'est en érable. Il n'y a pas de clous. C'est tout embouffeté, c'est tout fait. Vous avez une voie ferrée qui part de Québec qui monte jusqu'à Lac-à-L'Île. Lac-à-L'Île, c'est au nord de Saint-Joseph. Et vous avez tout est fait en bois. Il y a un pont de bois à 2 travées construit entièrement avec un viaduc. Ça, c'est de Shannon. Oui, le nouveau pont de Shannon, il y avait un viaduc en bois. Il n'y avait pas de pont. Il y avait juste un viaduc et une traversée en bois pour les chemins de fer. Rien d'autre. Donc, la nécessité d'avoir un chaland pour les passagers et les usagers autres que le chemin de fer. La ligne prend naissance dans le quartier Saint-Sauveur, à Marie de l'Incarnation, se dirige à l'actuelle autoroute Charret, monte ensuite vers le nord en passant par la petite rivière Les Saules et suit le tracé de l'autoroute R4 jusqu'à Shannon. C'était ça le tracé du Gosford à l'époque. Les moulins à scie laveur, Rivière-au-Pin et Lac-à-L'Île. Alors, il y avait des moulins pour couper le bois parce que le bois était la grosse affaire à l'époque. Le chemin de fer avait été construit pour ça. Parce qu'il y avait un besoin de bois de chauffage pour la ville de Québec. Et puis, ils ont décidé d'aller chercher le bois dans le nord de Québec. Et en 1973, le bail ferroviaire est annulé et en 1974, il n'y a pas de trafic ferroviaire sur le chemin de fer Gosford. Ça, c'est une carte, c'est dur à lire, mais ça, c'est le boulevard Henri IV. Ça, c'est la station. Vous tournez, vous traversez la rivière Jacques-Cartier, vous tombez sur Gosford, le chemin Gosford. Là. Ça, c'est le chemin de fer. Alors, ça fonctionnait comme ça. Ici, il y avait un way station, c'était une petite station sur demande. Habituellement, il y avait un drapeau où il y avait un fanal. Et là, le train arrêtait parce qu'il avait besoin. Sinon, il passait tout droit.
Si on regarde les noms des gens sur leur terre, il y avait Fogarty, McCarthy, Budgie, Owen O'Sullivan, John Sullivan, et puis Marr, et ça continue. Alors, toutes ces personnes-là, le train passait sur leur terre. Ça, c'est, je dirais, si vous pensez au Canex sur la base, là, ça va ici. Là, vous tournez, puis vous traversez la rivière sur le pont de bois.